bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec nous afin de vous les faire découvrir et vous inviter à les lire. Donc, notre invitée du jour s'appelle Madame Sabrina Kiffner. Elle va nous parler de son livre qui fait hommage à une dame, une grande dame quand même. C'est super vraiment qu'elle en parle, qu'elle ait écrit sur cette personne et nous découvrons. Donc, vol en piqué. Bonjour Madame Sabrina Kiffner. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir sur Parlons des livres, vraiment un plaisir. Et nous nous sommes régalés, c'est vrai que ça nous ramène dans une époque triste de l'histoire du monde, mais bon, on ne peut pas fermer les yeux dessus, il faut en parler. Il faut effectivement en parler. Mais alors, avant d'en parler, Madame Kiffner, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Sabrina Kiffner. Je suis de nationalité allemande, alors que je vis en France depuis 30 ans. La langue française, c'est un petit peu ma passion. J'ai commencé mes études de langue à Paris, d'ailleurs, à 18 ans, en tant que jeune fille au pair. Et puis, j'ai quitté l'Allemagne, donc à 23 ans, pour m'installer en Lorraine. Et c'est d'ailleurs en Lorraine que j'ai découvert Marcel et une partie de cette histoire, parce que Marcel a vraiment existé, mais ça n'est pas vraiment la personne que je décris dans le livre, mais il y a eu une véritable personne qui a inspiré ce livre. Et donc, j'ai d'abord écrit un livre qui s'appelle Céleste, donc qui est un livre qui parle d'une Amazone, d'une écuyère. Ça a été inspiré par ma passion, parce que je suis une cavalière passionnée, j'étais monitrice d'équitation. Aujourd'hui, je monte simplement pour le plaisir, mais je me suis intéressée à cette héroïne locale qui était Madame Bulclay. Et donc, mon premier livre est sorti en 2019 en langue française. Et puis ensuite, je l'ai traduit en allemand. Donc, il existe en allemand et en français également. Et ensuite, je me suis intéressée donc à cette aviatrice. C'était un peu plus compliqué parce que l'aviation, voilà, ça ne me coule pas dans les veines comme l'équitation. Donc, je me suis beaucoup fait aider par des aviateurs, par des gens qui s'y connaissent, par des techniciens. Et voilà, donc le vol en piqué qui est sorti au mois de mai cette année. Et donc là, ça commence à faire parler un peu de lui en France. Ah ouais, ben super. Vraiment, J'imagine parce que il y a tellement de précision, dans tout ce qui est aviation, les avions, je me demandais, oh là là, mais vraiment vous avez des connaissances en tout ce qui est aviation, mais bon, c'est super, vous dites, vous vous êtes fait aider, oui, parce que c'est vrai que c'est tellement précis, les détails y sont, il y a tous les détails, les précisions, et ben, on en apprend. Alors, du coup, on va plus parler des deux protagonistes, dont Marcel et l'aviatrice. Je vous demande donc, dites aux auditeurs, qui est donc Madame Melita von Stauffenberg? Parce que c'est... Von Stauffenberg, yes. Oui. Qui est-elle? Oui. Alors, Melita von Stauffenberg, donc dite Lita, parce que c'était son surnom, donc j'utilise beaucoup son petit nom aussi dans le livre. Donc c'était la belle-sœur de l'homme qui a essayé qui a planifié l'attentat sur Adolf Hitler le 20 juillet 1944, et donc en Allemagne il est très connu, hein, lui et sa famille aussi. Donc elle avait marié le frère de Klaus qui s'appelait Alexandre. Donc en fait ils étaient trois frères. Deux ont été exécutés tout de suite après cette tentative échouée. Hein.
Et Alexander, son mari, il a survécu. Donc, c'est un peu la seule personne de cette famille qui a survécu tout ce drame en dehors des enfants. Bien sûr, les enfants, ils ont pu être libérés parce que ça s'est passé juste avant la libération. Hein. Moi, j'appelle ça la libération parce que pour l'Allemagne aussi, c'était une libération. Donc, voilà, je trouve ça dommage qu'on oublie cette femme avec toutes les recherches qu'elle a fait, avec son travail, mais aussi pour le risque qu'elle a couru d'aller survoler les camps de concentration pour donner du courage aux gens. Et donc, je trouve que ça a été extrêmement courageux de sa part. Et donc, elle est un peu tombée dans l'oubli. Moi, je l'ai découvert par hasard parce que j'ai lu donc, le livre de Constance von Schultheiss, qui est mentionné dans le livre. C'est la petite fille qui va naître en prison, donc la plus jeune fille de Klaus de Stauffenberg. Et elle, à l'âge adulte, elle a écrit un livre sur sa mère. Et c'est là où j'ai entendu parler la première fois de cette aviatrice. Et donc après, j'ai creusé le sujet. Et voilà. Ah là là. Écoutez, comme vous dites, le fond, effectivement, il y a cette guerre. Les personnages ont existé, Marcel et Lita. Mais c'est bien romancé. C'est vraiment super bien romancé. Alors, Lita donc, je rappelle aux auditeurs, Lita est donc la belle-sœur du colonel Klaus qui avait essayé de faire un attentat contre le Führer, contre Hitler. C'est ça. Exactement. Oui. C'est ça. Et ils étaient révoltés parce qu'ils ne voulaient pas capituler, c'est ça, ils ne voulaient pas entendre parler de capitulation. Et puis, c'est lui qui prônait la race aryenne. Hein, c'est ça. Hitler prônait la race aryenne. Pas vraiment, parce que en fait, voilà, il a joué le jeu. Hein, donc, dans l'air du temps, il y avait cet antisémitisme. Donc, au début, bien sûr, il a fait comme tout le monde a fait. Et puis, il a changé d'avis pendant la campagne de Russie parce qu'il a vu que derrière les troupes officielles, il avait les assassins qui suivaient et qui faisaient vraiment des massacres et des tueries. Et quand il était témoin de ça, il a dit ça n'est plus de la guerre, ça c'est là on n'est plus là en tant qu'occupant ou en tant que troupe troupe d'occupation, mais là on est là en tant qu'assassin. Et donc à partir du moment là, il a construit donc cette cette intrigue de la Valkyrie qui n'était pas seulement l'attentat, mais qui comprenait aussi la suite. Donc, il s'est aussi interrogé qu'est-ce qu'il arrivera si vraiment il arrivait à tuer le Führer, qu'est-ce qui sera la suite de ça? C'est toujours ça le problème dans les coups d'État. Qu'est-ce qui sera le gouvernement suivant? Et en fait, lui, il voyait déjà arriver, par exemple, un partage de l'Allemagne. Il avait peur aussi des bolcheviks. Hein, et il disait, voilà, l'Allemagne deviendra des terres des bolcheviks. Et donc, à ce moment-là, il a non seulement contacté ses sympathisants politiques, mais tous les groupements politiques en Allemagne, en dehors du grand parti où tout le monde faisait partie. Et donc, j'ai aussi voulu dire avec ce livre que ça n'était pas juste une tentative de coup d'État, mais c'était vraiment un plan pour reconstruire le pays et pour le reconstruire sur une base plus construite sur les droits de l'homme et sur une constitution. Donc, ils avaient rédigé une constitution aussi pour l'Allemagne. Donc, tout ça a été un très gros effort dans le secret total. Et aujourd'hui, on commence à connaître. Il y a d'ailleurs un film qui a été fait, un film américain avec Tom Cruise, sur la Valkyrie, et ça c'est très intéressant, donc je conseille à tout le monde de regarder aussi ces films. Il y en a deux qui ont été faits, un en Allemagne et l'autre à Hollywood, qui est bien sûr beaucoup plus prestigieux.
Donc avec un formidable Tom Cruise dans le rôle de Stauffenberg qui joue ça très bien. Donc ça peut aussi être une manière de découvrir ce sujet. Ce sujet, oui. Une fois que Klaus et son frère Berthaud ont été arrêtés, c'était les tactiques du Führer, de Hitler. Toute la famille était arrêtée, la famille, les enfants, les femmes, et il fallait former les enfants, ou du moins il fallait dire cette phrase. Heureusement que le Führer a survécu à cet attentat. Oui, alors ça c'est cette terrible phrase que la mère était obligée de dire aux enfants, parce que les enfants, comme on sait, qui répètent tout, elle a dit ça alors que, bien sûr, elle n'avait qu'une envie, c'est que la Valkyrie aurait abouti, et voilà. Mais son mari était déjà mort quand elle a dit cette phrase terrible à ses enfants, parce qu'elle savait très bien que les enfants allaient être séparés de la famille, interrogés, ainsi de suite, rééduqués aussi. Il y avait donc ensuite les programmes de rééducation, au moins pour les jeunes et pour les enfants, où on essayait d'en faire des bons Ariens, comme on appelait ça à l'époque, enfin des bons Allemands, hein, dans le philosophie qui régnait à cette époque. Ça c'est terrible, donc ils ont effectivement enlevé les enfants étaient mis donc dans un comment dire, un orphelinat. Oui, un orphelinat, exactement, et donc ils ont été bien traités, hein, ça c'est sûr après, donc on n'a pas trop essayé de les faire payer pour ce que leur père avait fait, mais voilà, ils étaient quand même séparés de la famille. La mère, elle a été emprisonnée, et c'est d'ailleurs en prison qu'elle a eu cette petite fille, Constance, c'est la dernière qui est née, voilà, donc elle est née en prison. Et l'aviatrice aussi, elle sera prise, bien sûr. Normalement, elle aurait dû plus jamais sortir des camps aussi avec ce qu'elle avait fait, parce qu'on savait qu'elle était au courant de ce qui s'était passé. Ils avaient des preuves qu'elle avait vu encore ses deux frères le 16 juillet, donc 4 jours avant ce jour X. Mais comme elle était très utile pour l'aviation, et elle a pu être libérée à cause de son travail. Et c'est comme ça qu'elle a survécu à toute cette affaire. Bon, après, voilà, c'est pour d'autres raisons qu'elle n'était plus là à la fin de la guerre, mais voilà. Alors, elle est fascinante, cette dame. Vraiment, quand on regarde tout ce qu'elle a fait, voilà, comme vous la décrivez dans le livre, Mélita, elle explique que son père c'est le papa de Mélita qui était juif, mais converti, et sa maman protestante. Oui. C'est ça, sa maman protestante. Exactement. Oui. Et elle-même, à un moment, elle explique à Marcel qu'on n'a pas découvert qu'elle était métisse. Je me suis dit pourquoi, parce qu'à l'époque, quand on était juif, on était métisse. C'est ça, en fait, ils considéraient ça a été considéré comme des familles métisses, ou métissées ou mélangées, parce que en fait, on a même demandé au mari qui était à l'armée, hein, bien sûr, il était professeur d'université, mais il était bien sûr au service de Hitler, comme tous les hommes allemands. Et donc, à ce moment-là, on lui a demandé ou proposé de divorcer pour garder sa pureté, pour récupérer sa pureté aérienne, que c'était vraiment cette philosophie complètement malade. Et donc, bien sûr, en fait, il considérait que l'État aurait trompé son mari, qu'il aurait laissé dans l'ignorance de ses origines, ce qui n'était pas le cas, bien sûr, parce que pour elle, c'était normal, c'était sa famille, donc
Voilà, elle lui avait jamais rien caché. Et bien sûr, lui, pour lui, c'était quelque chose d'impensable de demander le divorce pour cette raison-là. Mais il y a eu des familles, il y a eu des couples qui ont été divorcés pour cette simple raison que les gens, ils étaient harcelés jusqu'à la mort s'ils restaient mariés ou même en couple sans être mariés. Donc, c'était vraiment terrible ce qui a été fait à l'époque. Vraiment terrible. Dans son cas, en plus, à un moment, elle explique qu'on est juif par la mère. Oui. Voilà. Alors je me expliquais, je disais pourquoi on s'acharne, pourquoi il s'acharnait sur elle. C'est vrai qu'elle avait, la pauvre, elle avait ce double, parce que le Hitler, avec sa politique, il disait qu'elle était, voilà, de la race, elle n'était pas de la race aryenne, et en plus elle avait épousé une famille dont des membres avaient tenté un coup contre lui, contre Hitler. Voilà, deux faux pas. En fait, elle était elle était harcelée dans tous les sens. Mais vraiment, c'est une femme extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que, comme vous le dites déjà, c'était une véritable scientifique. À 15 ans déjà, elle avait dit à 15 ans qu'elle imaginait déjà cette technique de construire une fusée. Vous voyez, cette fusée rapide, qui a une vitesse de pointe de 1000 km à l'heure, des choses comme ça. C'est qu'elle était tellement plongée dans tout ce qui est science. C'était une passion, c'était vraiment une véritable passion pour elle. Elle était commandant de bord, instructeur, elle faisait de la recherche aéronautique, voilà, elle améliorait les équipements techniques, l'aérodynamique des machines. Mais elle faisait tellement de choses, on comprend en fait pourquoi ce régime avait besoin d'elle. Oui, bien sûr, parce que ça manquait de plus en plus, surtout après la bataille d'Angleterre, qui était un peu hécatombe des aviateurs, parce que le vol en piqué était considéré comme une nouvelle technique supérieure, mais alors on ne savait pas que les Américains et les Anglais avaient fait beaucoup de progrès dans les techniques de radar, et en fait la bataille d'Angleterre, c'était tous ces pilotes en piqué, ils n'avaient même pas le temps de descendre parce que avec les radars, on les voyait arriver et puis les avions ont été descendus du ciel et ils n'avaient même pas le temps d'attaquer. Donc, c'était après cette bataille-là, il manquait 2/3 ou presque 2/3 des pilotes, en tout cas des pilotes qui connaissaient cette technique en piqué. Donc, elle devait aussi former des pilotes, voilà, à cette technique. Donc, elle enseignait tout ça. Et donc, c'est aussi ça qui a fait son conflit après, parce qu'elle s'est considérée comme une scientifique. Mais le scientifique, est-ce qu'il est coupable en tant que chercheur? Ça, c'est une grande question. On pourrait la poser aussi pour des gens comme Einstein. Est-ce que Einstein est responsable qu'elle existe aujourd'hui de la bombe nucléaire? Oui et non. C'est très compliqué ces questions-là, mais il faut se pencher là-dessus, je trouve. Oui, c'est compliqué, vous savez, parce qu'elle servait quelque part son pays aussi, et on l'avait prise pour ça. Et il fallait bien qu'elle mette ses connaissances au service d'un pays. Et forcément, c'est là où elle vivait, notamment l'Allemagne. L'avion rapide qu'elle appelait le Messerschmitt, c'est ça, le Messerschmitt 163. Et à l'époque, on disait que c'était le premier avion au monde à franchir la barre des 1000 km à l'heure, c'est ça. C'est ça, donc l'avion supersonique, un peu avant l'heure. Après, il faut quand même dire qu'il y a eu des accidents très graves avec ce petit avion. Donc voilà, ils avaient les connaissances théoriques, mais de là, il y avait notamment le refroidissement des turbines qui ne se faisait pas assez bien, et donc si on allait vraiment à la vitesse de pointe, on finissait, l'avion finissait par exploser dans l'air, c'était pas possible. Donc ce vol, imaginez, jusqu'à New York en 3/4 d'heure ou je sais pas combien. Berlin, New York, en 45 minutes.
Oui, C'est ça c'est aussi. ça. Donc c'était la belle théorie. Exact. Et elle opérait des tests. Elle opérait des tests Oui. justement parce qu'on le voit tout au long du livre. Voilà, elle doit faire l'essai de tel avion, voir si les lumières marchent la nuit, voir si. Mais on voit effectivement à quel point elle est dédiée à son métier, dédiée à sa famille, parce qu'en tout temps, elle a ce souci du mari emprisonné qu'elle cherche à faire sortir, faire jouer les relations, les connaissances, et puis voilà. Son mari, d'ailleurs, qui se trouvait avec d'autres, on appelait ça les prisonniers de prestige, hein, donc des gens très importants là-dedans, d'autres ingénieurs, d'autres, des ministres, l'ancien chancelier d'Autriche, qui n'était plus d'Autriche. Donc il avait tous ces gens-là. Oui. Vous citez Léon Et à la fin de la guerre, c'est devenu très très compliqué parce que voilà, il y avait déjà les troupes américaines, les troupes russes qui allaient vers ces camps où ces prisonniers étaient arrêtés. Et donc on les a mis dans des trains, pendant 4 semaines, ils ont traversé l'Allemagne dans tous les sens et ça devait vraiment être quelque chose de terrible parce qu'il faut savoir que ces prisonniers étaient quand même privilégiés, hein. Même dans les camps, ils ne vivaient pas dans les mêmes conditions que les autres détenus. Ça, il faut clairement qu'ils avaient quelques avantages. Mais pendant ces 4 semaines où elle essayait de retrouver son mari, c'est vrai que toute l'Allemagne était sens dessus dessous parce que les Alliés arrivaient de partout et il n'y avait même plus d'endroit où on aurait pu être sûr que ces gens-là resteraient cachés. Et puis c'était aussi stratégique parce que ces gens-là pouvaient ensuite servir comme otages, à échanger peut-être contre d'autres personnes à la fin d'une guerre où personne ne savait qui sera après. Donc on savait que la fin approche, mais c'est toujours avec le recul, c'est facile. Donc nous maintenant on sait que tout ça s'est déroulé 2 mois avant la fin de la guerre, mais eux, ils ne savaient pas. Donc, ça devait être vraiment des situations très, très compliquées. Cette région de l'Alsace-Lorraine, aujourd'hui encore, on s'est dit, vous qui vivez justement en Alsace-Lorraine, que c'était allemand, oui. L'allemand a dû reprendre 2 fois cette partie de la France. C'est ça. À un moment, l'ITA pose quand même la question à Marcel qui allait combattre aussi pour la France et puis qui s'est fait prisonnier, tout, en disant mais comment l'Allemagne a pu faire plus d'1 million de prisonniers français? Elle lui pose la question à ce moment. Alors, je vais lire un petit passage, j'ai trouvé ça mais vraiment... Mais dans l'histoire, pour rappel, on s'en souvient quand même dans les livres d'histoire, que effectivement il y a eu une espèce de débâcle, on ne sait pas ce qui s'est passé pour que l'Allemagne arrive à faire plus d'1 million de prisonniers français. Oui. C'est parce qu'ils avaient signé, on se rend compte que des fois des schémas se reproduisent, des pays signent des traités et puis il y a un qui ne le respecte pas. Exactement. Et voilà, oui. Donc l'Allemagne et la France avaient signé ce traité de paix. Et puis, qu'est-ce que la France ayant signé le traité de paix, a dormi sur ses lauriers, n'a pas développé son armée, voilà, pendant que Hitler se préparait. Et là, exact. Marcel explique qu'effectivement, quand la guerre a éclaté, ils arrivent au front. Il dit, nous sommes arrivés au front, un soldat sur 2 a reçu un fusil, l'autre des munitions. Hein? Il dit, nous devions combattre par 2. Et avions si peu d'armes automatiques que les nazis nous ont pris les mains dans les poches. L'État lui dit, mais comment ont-ils pu décider de vous envoyer au front sans avoir assez d'armes pour combattre une armée moderne? Marcel répond, j'ai posé la question à mon capitaine. Il m'a dit qu'il fallait prendre les armes à l'ennemi. Écoutez, j'ai trouvé ça, alors c'est un peu... plus ou moins romancé, quoi. Alors là, c'est qu'il fallait vraiment de l'héroïsme. Dans ce cas, pour sauver la France, vous imaginez, oh, oui. Il fallait prendre les armes à l'ennemi. Oui, oui. Non, mais
il leur demandait des choses impossibles parce que, comme vous dites, la France avait bien respecté le contrat de Versailles, donc avec une armée de 100 000 hommes, avec très peu de production d'armes, alors que Hitler, il avait fait marcher l'économie de guerre à fond. C'est d'ailleurs ça qui a créé autant de travail. Donc, il y avait plus de chômeurs en Allemagne. Évidemment, ça a fait beaucoup... comment dire, ça lui a donné le statut de quelqu'un qui a redressé le pays. Et donc, tout le monde a suivi au début parce que tout le monde a vu ce changement qui était économiquement d'abord positif, jusqu'à la guerre. Et à partir de la guerre, bien sûr, les gens, ils ont compris pourquoi tout ça a été fait. Et donc ce blitzkrieg, voilà, 8 jours déjà pour occuper une bonne partie de la France. Pourquoi? Parce que déjà il y a eu des erreurs politiques, parce que en fait, le ministre de guerre français s'était concentré sur la ligne de Maginot, qui avait été super sécurisée, avec des blocos de partout, donc une ligne infranchissable. Mais les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés par la Belgique, donc la ligne Maginot ne servait plus à rien. Et donc, voilà, il y avait toutes ces petites choses-là, et aussi, bien sûr, des centaines de chars qui arrivaient donc sans prévenir et donc ça a été très très rapide et ces prisonniers bien sûr ils étaient pris aussi parce qu'il manquait beaucoup d'armes à l'armée française donc il y a eu vraiment une suprématie militaire énorme et ça aurait pu arriver je crois à n'importe quel autre pays. Donc ça, c'était une vraie catastrophe pour les Français, il faut le dire. Comme quoi, et moi qui vis en France, en tant qu'Allemande, bien sûr, je ne peux pas être insensible à ça. En ayant vécu en Lorraine, où ce sujet, il était encore présent dans les années 80, 90. On parlait encore de ça. Les gens, ils m'ont montré des endroits. Ils m'ont dit, regardez, ici, il y a eu des massacres. Il y a eu des résistants qui ont été... Enfin, des histoires vraiment... terrible et tout ça, ça m'a beaucoup marqué et j'ai toujours dit un jour je creuserai pour connaître, pour tout savoir. Mais bon, là j'en sais déjà beaucoup et voilà. Est-ce qu'on veut trop savoir? Non. Je crois non, parce que en gros, nous savons déjà ce que c'est que la guerre et ses atrocités. Vous savez, nous savons déjà ce que c'est. Donc, tout à fait. Est-ce qu'il faut encore aller creuser? On ne sait vraiment pas. De toute façon, dans tous ces effets de guerre, on ne veut pas creuser, mais des personnages comme cette dame, oui, ça en vaut la peine. Et tout ce qui se passe derrière, au milieu de l'horreur, des atrocités de la guerre, il y a quand même une réalité humaine que vous révélez dans ce récit. C'est cette amitié franco-allemande entre Marcel et Lita. Oui, c'est ça l'idée que j'ai trouvée intéressante. C'est quelque chose de merveilleux dans le livre. Oui, c'est pour ça. Il est à lire. Vraiment, le livre est, vous voyez, mesdames et messieurs, le livre a un certain volume, mais il est tellement captivant. Il est tellement captivant. Vraiment, votre plume est juste agréable, limpide, fluide. Vraiment, le récit est tellement bien posé, bien étalé, bien ficelé. Cette histoire, comme vous dites, il y a le fond de guerre qui est là, parce que la débâcle des Français, la débâcle de Stalingrad, derrière, les théories de race aérienne du Führer sont réelles. Mais la romance derrière de cette amitié, Marcel, c'est vrai, les prénoms sont là, Marcel et Lita. Mais la romance, comme vous l'avez construit, ce récit, il est tout simplement génial. Il est inspirant, il est captivant, il est inspirant. Franchement, c'est un super récit. C'est un très, très, très beau récit. Très, très beau récit. Merci beaucoup. Oui.
Et il y a autre chose quand même. Je vais le lire à la page, je vais voir, page 335. C'est dans le récit, effectivement, vous expliquez que Lita est allée à la même université que Hitler, hein, l'université des Beaux-Arts. C'est ça? Je vais vous le rappeler. À la même époque que lui, elle a postulé à l'université. Oui, ça c'est très beau ça. Oui, voilà, j'ai retenu ça. Alors, à l'origine, Lita voulait étudier les beaux-arts, à l'origine. Parce que c'est Marcel qui dit, hein. Elle me l'avait dit avec un tel enthousiasme. Elle a même réussi l'examen d'entrée à Munich, à l'université, où a échoué un certain Adolf Hitler. Et l'autre lui dit, pour de vrai, il dit, oui, véridique, elle-même me l'a dit. Alors, il dit, si Melita von Stauffenberg n'avait pas décidé de devenir ingénieure, elle serait probablement, probablement pas devenue aviateur. En l'occurrence, on imagine que si les professeurs de l'université de Munich n'avaient pas mis fin à la carrière artistique de ce Hitler, ils nous auraient épargné plein de misère. Donc, c'est les si. J'ai noté si. Vous voyez, la vie, c'est ça, c'est des si. Oui, on referait le monde. Oui, avec des si, on referait le monde. C'est ça, c'est si. S'il aurait été accepté à l'université des Beaux-Arts, est-ce que... Exact. Voilà. J'ai trouvé ce passage très bien fait parce que c'est ça, c'est vraiment ça la vie. La vie, elle est faite de si. Si j'avais pas pris ce chemin, est-ce que on s'interroge. Il y a ce petit moment qui fait basculer le destin ou qui fait basculer la vie de quelqu'un et ça c'est très intéressant pour les écrivains et puis pour tout le monde parce que voilà, des fois ça tient un peu de choses en fait. Tout à fait. L'histoire. Tout à fait. Il y a un petit appareil, on se rend quand même compte tout au long du livre, qui à l'époque était très intéressant. C'était même un appareil, on dira, sophistiqué à l'époque, c'est le transistor. On se rend compte à quel point il était important cet appareil. Vous vous rendez compte pour passer des messages, il fallait ce petit transistor. C'est ça. Alors, il y a une petite anecdote peut-être justement sur le transistor, parce que j'ai eu tout de suite quand le livre est paru d'abord en Allemagne, j'ai eu un retour par un aviateur. Il m'a dit, Madame, il faut quand même que je vous corrige une erreur historique. Vous avez fait une petite faute, il y a un anachronisme dans votre livre. J'ai dit, ah bon, ça m'étonnerait, j'ai quand même bien regardé. Mais il m'a dit, c'est votre appareil, en fait, le brevet a été déposé seulement en 1949, je crois, ou 1948, je ne sais plus quand, pour le transistor. J'ai dit, mais monsieur, pensez-vous qu'en temps de guerre, un ingénieur qui invente un appareil qui est aussi... Qui permet de faire de tels progrès dans la radio, dans la messagerie radiophonique, je veux dire, pas la radio qu'on écoute. Est-ce que vous pensez qu'un scientifique aurait déposé le brevet pour le partager avec l'Allemagne, avec l'Amérique, non, c'était en temps de guerre. Donc, peut-être qu'il y a eu parallèlement le développement par deux scientifiques. Ça a très souvent existé dans l'histoire quand on regarde qui a inventé un appareil, qui a une personne en France et une personne en Angleterre, par exemple, qui dit c'est moi, parce qu'il y a eu des développements en parallèle. Mais les appareils existaient toujours avant le dépôt officiel du brevet, surtout en Allemagne, parce qu'en Allemagne, tous les brevets scientifiques étaient au nom de Hitler. Donc le scientifique, au moment où il déposait le brevet, où il protégeait son invention, il donnait aussi tous les droits dérivés à cette invention, en fait, tout ce qui est futur, il le donnait. Et ça,
tout le monde n'était pas d'accord. Je crois, parmi les scientifiques, il y a eu bien sûr des sympathisants, mais tout le monde ne voulait pas donner tout son travail au Führer. Donc ça, je ne pense pas. Et donc, c'est vrai qu'à partir de cette invention, on pouvait, en fait, le truc était de plier ces petites fils de cuivre qui reçoivent. Et au moment où on les enroulait, eh ben, on avait une bande beaucoup plus large et on pouvait recevoir beaucoup plus de messages. Donc, bien sûr, cet appareil, il a fait des grands changements. Et Marcel, oui. Marcel, il est juste, en le lisant, je disais, Marcel est tout simplement la preuve, comme quoi, en lisant, Marcel, la question m'est revenue, si on vous dépose sur une île déserte, qu'emporterez-vous? C'est juste ça, juste du papier, du stylo, comme ça vous aide à passer le temps et à écrire tout ce qui se passe, tout ce que vous pouvez voir. Ce fut le cas de Marcel. Tout à fait. C'est aussi le porteur de sympathie, si on veut, parce que c'est vrai que cette protagoniste, elle est difficile à cerner parce que elle n'a pas laissé beaucoup de traces écrites. Elle a tellement bien effacé ces traces que même les biographes aujourd'hui ne savent plus. Il y a un biographe qui l'a désignée de double espionne. Je n'irai pas jusque-là. Je ne crois pas qu'elle espionnait les Anglais ou voilà. On sait qu'elle a été à Londres, elle a été à Kiev. Elle a fait beaucoup de vols, mais de là à en faire une Mata Hari, ça me paraît un peu exagéré. Donc moi, j'ai voulu revenir à l'aviatrice, à son travail scientifique, vraiment bien respecter sa vie et j'ai essayé de ne pas remplir les blancs et de ne pas inventer des choses qu'elle n'a pas fait. Je trouve que c'est le travail d'un biographe aussi. Exact. Exact. Non, parce qu'effectivement, elle le dit, écoutez, elle était prise entre deux feux, sa famille emprisonnée. Elle, de par son travail, il fallait qu'elle rende service. On l'a sortie de prison justement parce qu'ils avaient besoin d'elle pour rendre service au gouvernement, voilà, au système du Führer. Et du coup, elle-même, en page 220, elle dit, au fond, je suis en conflit permanent, en conflit constant avec mes obligations et ma conscience. C'est une abomination. Oui. Voilà, raison pour laquelle elle était tout le temps à la pévirine, comment vous appelez, pour s'en sortir. On pensait que tout allait bien. D'ailleurs, Marcel qui dit l'observait, mais elle était courageuse de servir un gouvernement contre lequel elle était, parce qu'elle n'était vraiment pas pour. Elle avait ce souci de sa famille qu'elle voulait sortir, elle allait voir les enfants, ses neveux, tout ça. La petite Constance qui est née, elle était, parce qu'elle le dit, elle le raconte à Marcel, et comme on dit, elle était insider and outsider, mais elle n'avait pas le choix. Oui, c'est ça. Elle était entre les deux chaises. C'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi dans son histoire, comment elle a vécu ce conflit. Et ça, par contre, tous les bibliographes sont d'accord, enfin tous ceux qui ont écrit sur elle sont d'accord que les derniers 6 mois de sa vie, elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus, elle était vraiment dans un état dépressif ou je sais pas, en tout cas ça devait être très très compliqué vers la fin parce que au même temps elle faisait des recherches mais elle voulait pas que ces recherches servent encore pour la guerre, donc là aussi elle était sous le conflit. Donc, toute sa vie était un conflit de conscience et c'est ça que je trouve qu'il faut retenir que voilà, elle n'avait pas une minute où elle pouvait juste vivre comme nous aujourd'hui et ça, on a oublié que la souffrance des gens qui ne durait pas juste le temps des attaques où il fallait être dans la cave, mais c'était
un risque qui planait tout le temps sur elle d'être pris, d'atterrir de nouveau dans le camp ou d'être exécutée. Et on a vu comment elle aidait les gens. Elle vivait aussi pour ça. Elle vivait parce qu'il fallait aider et sa famille et les personnes dans les camps, puisqu'elle apportait à manger, on a vu. Voilà. Oui. Elle aidait, elle apportait à manger. Oui. C'est ce qui la faisait tenir en fait. Elle savait qu'elle servait ce régime, elle n'était vraiment pas d'accord, mais en même temps, sa survie était très importante parce qu'elle pouvait aider les autres. Oui, je crois qu'à la fin, elle était vraiment tout le temps en train de culpabiliser pour cette situation qu'elle vivait et pour le soutien qu'elle avait apporté au début de la guerre. Donc ça devait être terrible de savoir tous ces dégâts qui ont été faits aussi par les avions en piqué. Donc c'est vrai que c'est un sujet très, très compliqué. Et voilà. Compliqué, mais bon, moi, pour ma part, je pense que pourquoi la condamner, elle était au service de son gouvernement, hein, pourquoi la condamner? S'il faut la condamner, c'est qu'on va condamner tous les militaires aussi qui vont en guerre tout le temps, là. Ils peuvent dire non. Oui, voilà. Bien sûr. Donc on va travail. Les généraux voilà, qui vont en guerre, donc ils devraient dire non à leur gouvernement. Vous voyez? C'est ça, oui. Mais on a toujours tendance à juger, et à juger même les peuples. Regardez, on a des cas d'actualité où des sportifs qui ne sont pas invités, c'est dommage. Des chanteuses qui doivent annuler leur tournée. Pour ces gens-là, c'est terrible parce qu'effectivement, ils y sont peut-être pour rien. Pour rien. Ce qui se passe pour rien. C'est comme ça. C'est ça, les La nationalité. Elle donne aussi une certaine charge, hein, donc voilà, après il faut vivre avec ça. Écoutez, c'est vraiment un très très beau livre, ça nous ramène effectivement à cette période et surtout nous ouvre sur un tas de questions, un tas de réflexions. Regardez, on est en train de parler justement quand les pays sont en guerre et que les peuples aussi sont condamnés, alors que les peuples ne sont forcément pas d'accord. En revenant le livre avec l'Allemagne nazie, voilà, l'Allemagne d'Hitler, le courant national-socialiste, tous les Allemands n'étaient pas d'accord avec, voilà, donc on ne peut pas condamner tous les Allemands en disant oui, parce que c'est vrai que c'est très dommage, c'est vraiment dommage ça. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va dire? Ça devient politique après. Voilà, ça devient politique et des règlements de compte, le peuple paye, les personnes, les innocents payent, voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est très compliqué. Même pour l'écrivain, parce que voilà, après on va me dire, mais tu as fait un livre politique? J'ai dit non, j'ai juste écrit l'histoire d'une femme. Oui, c'est pas politique. Mais tout est politique. Finalement, voilà. Comme le monde va, tout devient politique. Effectivement, le sport devient politique. Vous voyez? Les sportifs, on les antenne, tout devient politique. Voilà, c'est ce qui est dommage. Pour moi, c'est un livre d'histoire. Vous voyez, c'est un livre d'histoire. Et puis, après tout, quand vous regardez bien, les guerres ont pour quelle origine? Les guerres, quand on regarde bien l'origine des guerres, c'est la politique, hein, moi je crois. Hein. Vous voyez? Toujours, bien sûr, ça part parfois d'un petit conflit qui prend des dimensions énormes. Et voilà, et puis il y a toujours aussi la partie la charge historique, hein, ce qui s'était passé avant. Donc la Seconde Guerre mondiale, c'est une suite de la Première Guerre mondiale aussi. Pour les Allemands, c'était compliqué, donc ils se sont raccrochés à ce Führer parce qu'ils n'avaient plus un manque de perspective totale. Donc voilà, et au moment-là, si quelqu'un vient et vous donne une issue, et ben forcément vous allez vous raccrocher à ça, et c'est ce qui est arrivé. Donc c'est une bonne analyse de la question.
Très très bonne analyse. Et ça sert encore de leçon même maintenant, quand on observe un petit peu la politique, on voit ce qui se passe. Les peuples souvent suivent, hein, espèce Oui, ils d'approche sont obligés. en pensant qu'il y aura changement et tout, alors que bon. En Exactement. réalité, Regardez, c'est comme pour cet Alsacien Marcel, hein, qui est donc né en Alsace. Donc, il devient, malgré tout, enfin, lui, il était prisonnier, donc c'est pas pareil, mais tous les Alsaciens, tous les hommes alsaciens étaient intégrés dans l'armée allemande. Alors, pour eux, ça devait être horrible de servir. D'attaquer leurs amis et de servir pour l'ennemi. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas imaginer, je crois. Donc, pour ces gens-là, et d'ailleurs, c'est la parallèle aussi entre Lita et Marcel, que les deux venaient d'une région un peu frontalière comme ça, qui, en changeant de nationalité ou en tombant, donc d'un coup, ça n'était plus elle, c'était la Prusse de l'Est qui était allemande, qui devient polonaise. Tous les Allemands seront chassés. Et donc voilà, tous les Allemands chassés de la Pologne vont détester les Polonais, comme tous les Polonais détestaient les Allemands qui les avaient occupés. Et ça, c'est toujours un cercle vicieux qui crée la haine, et la haine, elle est transmise de génération en génération. Et voilà. Ouais. Il faut peut-être des livres comme ça pour dire aux gens, regardez, elle aussi, elle faisait juste son boulot. Tout à fait, tout à fait. Et Marcel, on ne peut pas finir sans parler de Marcel, parce que Marcel, quel personnage, mais vraiment attachant. Prisonnier de guerre, il s'accroche à son courrier, à ses lettres. Justement, je reviens encore à toujours un stylo et un papier. Au moins, voilà, ça l'aidait à passer le temps. Qu'est-ce qu'il en a fait? Des lettres, des lettres. Il s'est accroché à sa Madeleine. Mais bon, on n'en parle pas, on verra. Il faut que le lecteur lise pour savoir de quoi on parle. Marcel qui a fait toutes ses lettres à sa Madeleine. Qui est Madeleine? Vous verrez, lisez le livre, vous découvrirez. Est-ce que la Madeleine existe? Où est-ce qu'elle est? Voilà, lisez le livre. Il a tellement fait de lettres à Madeleine. C'est en fait ce qui le faisait tenir. Vous voyez? C'était une espèce de bouée de sauvetage pour lui. D'écrire tout ça, un rayon d'espoir, de soleil. Exact. Vraiment, c'est en tout cas un bel exemple de courage, parce que quand on leur dit voilà courageux, ils disent à la fin c'est pas le courage, c'est en fait, j'ai aimé d'ailleurs cette phrase qu'ils disent que c'est pas le courage, c'est supporter sa propre résignation. Vous savez, quand certains ont été libérés, après on leur dit oh là là, vraiment, mais quel courage. Ils disent en fait, c'est pas le courage, c'est que vous supportez votre propre résignation. J'ai aimé cette formulation que vous avez mise dans le livre. Oui, que ça c'est le plus dur, oui, de ne pas céder à cette résignation, parce qu'on se dit tous les jours, mais ça sert à rien. Et donc le combat consiste à, tous les jours se dire non, j'y vais quand même. Comme lui qui faisait ses exercices dans sa cave. Il faut un courage énorme pour tous les jours se dire non, un jour je sortirai, je ne voudrais pas être un légume, j'aimerais encore être musclé, Et donc, tout ça, c'est une belle leçon, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un temps, on a beaucoup de problèmes, mais on vit quand même dans une vie relativement protégée, je veux dire, on n'a pas ces soucis, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ou comment on va se chauffer demain, ces choses-là très essentielles, et ça, tous les jours, il faudrait qu'on se dise, mais merci, je suis à l'abri de tout ça, mais on ne le fait pas parce qu'on considère que c'est normal. Que c'est acquis, c'est ça. En lisant des livres comme ça, on se remet en question quand même. En disant merci, on est en paix, on vit en paix, le plus que ça. Vraiment, merci à vous, Madame Kiffner, merci. Avant de finir quand même, vous allez dire, déjà j'ai dit au public, lisez ce livre, Vol en piqué. Vol en piqué, c'est un rappel de l'histoire, donc de cette guerre en Allemagne. Lisez vraiment l'histoire de cette dame, le courage qu'elle a, une dame spécialisée dans l'aéronautique. Cette passion, c'était même une passion, la passion de son travail.
Il y a derrière, à côté de la passion qu'elle a, il y a effectivement ce portrait décrit, voilà, toute la guerre derrière, ce qui se passe, Marcel qui est prisonnier de guerre, la rencontre entre les deux et cette amitié qui s'est créée entre les deux, elle est vraiment très forte. Et c'est un bel exemple de vie. En tout cas, c'est un récit captivant, vibrant et vivant, parce que on se retrouve, ça nous fait réfléchir. Les guerres continuent dans le monde, hein. Vous voyez, les guerres continuent dans le monde, mais ça nous fait réfléchir. Quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait? On se demande, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais, lisez ce livre aussi parce qu'il y a un bel hommage à Saint-Exupéry avec son livre Vol de nuit. Ah, voilà. C'est le maître. Lisez, les personnes qui ont lu Vol de nuit, voilà, ne pourront qu'aimer le livre, ne pourront qu'aimer le récit. Un grand merci à vous, Madame Sabina Kifner. Voilà, merci beaucoup. Merci parce qu'on passe un agréable moment en lisant ce livre. Comme je dis, ce récit est vivant. Il est vivant. Et mesdames et messieurs, ne le ratez pas. Vol en piqué de Madame Sabina Kifner. Vraiment, lisez-le. Il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que l'horreur de la guerre, voilà. C'est pas ça. Mais derrière, il y a quelque chose de plus profond dans tout ce qui est genre humain. Voilà. Il y a une belle leçon d'humanité là derrière. Alors, Madame Kifner, vous dites aux auditeurs où se procurer votre livre? Oui, donc vous le trouverez dans n'importe quelle librairie. Hein. Vous pouvez le commander dans toutes les librairies de France et de Navarre, comme on dit. On le trouve chez le Grand A. Je sais qu'ils n'ont pas besoin de publicité, mais voilà, vous pouvez le trouver dans les grandes plateformes de livres. À la FNAC ou sinon directement à la maison d'édition Stella Maris qui l'envoie, je crois, sans frais sans frais postaux ou directement chez moi aussi si vous voulez une version dédicacée. Donc vous me contactez via Instagram ou via Facebook et voilà, je vous enverrai un livre avec une petite dédicace dedans. Avec plaisir. Super. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez donc où le trouver. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, je le rappelle toujours, les auteurs ont des pages Facebook, Instagram ou LinkedIn. Allez regarder, allez sur les pages, lisez le livre et laissez des commentaires sur leurs pages. C'est toujours un plus pour les auteurs, sur les pages. Et pour ceux qui vont sur Amazon, si le livre est sur Amazon, n'hésitez pas, laissez les messages. Laissez vos commentaires, voilà. Quand vous achetez sur les sites où vous achetez les livres, que ce soit sur les pages Facebook des auteurs ou alors les sites d'achat. Oui, c'est très important pour l'auteur d'avoir du retour, donc que ce soit des évaluations sur Amazon ou sur les autres sites, que ce soit un petit message. J'ai reçu une lettre la dernière fois de quelqu'un qui avait lu ce livre, un lecteur, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'avoir une lettre d'un lecteur qui m'a dit il y a une coquille sur la page, mais ça c'est pas grave, mais il m'a dit aussi d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes et c'est très touchant pour nous d'avoir un retour parce que on dit quelqu'un a dit qu'un livre est une longue lettre à ses amis, est une lettre à ses amis seulement plus longue, donc bien sûr on attend toujours aussi un retour quand on écrit un livre. Merci. Ça. Un livre c'est effectivement ça, c'est une longue lettre à un ami ou une amie. C'est exactement ça. Donc, prenez-le, vous lisez. Et moi, cette émission, c'est Parlons de livres. Parler de livres, c'est quoi? Parler de livres, c'est exercer sa liberté de penser. Donc, c'est ça, le but de l'émission. Madame Kifner, un grand merci à vous. Vraiment merci. C'est un agréable moment de lire ce livre. Et puis, nous venons de profiter de cet agréable moment d'échanger et parler de vol en piqué avec vous. Un grand merci à vous. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grand intérêt Madame Sabina Kifner. Qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons donc ce récit. Il s'agit donc de Madame Melita
Melita von Stauffenberg, cette dame qui était passionnée de son travail. Elle était spécialisée dans tout ce qui est aéronautique. Elle conduisait un avion qu'on appelait le Scorch. Elle faisait partie de ces personnes qui avaient développé cet appareil, cet avion d'une vitesse de pointe. Le Messerschmitt 163, qui à l'époque faisait quand même partie d'un des premiers avions qui faisait 1000 km à l'heure. Donc le récit est très intéressant. Il y a Marcel aussi, le deuxième personnage, très attachant, qui passe son temps à écrire des lettres à sa Madeleine. Et donc il est prisonnier de guerre enfermé dans une cave. Ça le fait tenir, le fait d'écrire à sa Madeleine tout le temps. Ça fait tenir, ça donne de l'espoir, tout ça. Et donc derrière l'horreur de la guerre, elle met en exergue cette amitié franco-allemande entre Marcel et Lita. Comme quoi, voilà, c'est une autre forme de réalité humaine, voilà, qu'elle nous met en disant malgré les horreurs, malgré tout ce qui peut arriver, cette amitié est forte et ça les a fait tenir chacun de son côté parce que Lolita, déprimée de servir un régime qu'elle ne supportait plus, elle attendait impatiemment la fin de la guerre, voilà, mais en même temps il fallait qu'elle travaille, elle conduisait ses avions, elle essayait d'aller aider les détenus dans les camps de concentration, son mari notamment aussi, son mari, sa belle famille, tous étaient dans ces camps. Et imaginez comment elle arrivait à tenir tous les jours, à travailler, elle faisait ses vols comme il fallait, faire ses missions, elle allait de temps en temps donner des provisions et puis elle essayait d'imaginer comment faire sortir sa famille de cette horreur. Voilà. Et donc lisez-le, lisez vraiment ce livre, Vol en piqué, très intéressant. Vous découvrirez donc cette dame qui est, je répète bien, Madame Melita von Stauffenberg, dont on n'en parle pas beaucoup, mais lisez ce qu'elle a fait, c'est fascinant. Une dame vraiment très fascinante. Voilà, récit très captivant, Merci à vous. Et puis on se dit à très bientôt. N'oubliez pas, vous aimez Parlons de livres, subscribe, mettez le pouce, commentez et partagez. Merci à vous. On se dit à très bientôt.